Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu, les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci. La moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré.
En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé, loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturne V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose ? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturne V, la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers-retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé. Ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage. Et si nous construisions une gigantesque tour sur la Lune ? Une structure capable de fournir aux missions futures la lumière, l'énergie et les technologies de navigation indispensables
pour faciliter l'exploration de notre satellite naturel. Il ne s'agit pas d'une idée issue d'un roman de science-fiction, mais d'une proposition innovante de Honeybee Robotics, l'une des entreprises les plus avant-gardistes dans le domaine des technologies spatiales. Le projet intitulé Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution, ou simplement Lunar Saber, consiste en un mât de 328 mètres de hauteur, conçu pour supporter une tonne d'équipement au sommet. Cependant, une question se pose. Comment construire une structure d'une telle ampleur ? Aucun lanceur spatial existant ne serait capable de transporter un mât aussi massif jusqu'à la surface lunaire, et l'absence d'infrastructure sur place rendrait sa construction presque irréalisable. Ainsi, Honeybee Robotics pourrait recourir au système Diablo pour Deployable Interlocking Actuated Bands for Linear Operations. Ce mécanisme repose sur l'utilisation d'une bande métallique enroulée qui, une fois déployée, se transforme en une structure cylindrique robuste capable de supporter des charges considérables. La gravité lunaire, ne représentant que 16% de celle de la Terre, faciliterait l'assemblage d'une telle construction. Cette technologie servirait de fondation pour l'installation du Lunar Saber. L'énergie étant cruciale sur la Lune, l'installation de panneaux solaires sur les flancs du mât représenterait une solution judicieuse. 2 configurations sont actuellement à l'étude. La première s'apparente à un mécanisme de type yo-yo, où des panneaux seraient déployés à partir du sommet pour envelopper la structure métallique et capter la lumière solaire sous tous les angles. La seconde option envisage l'intégration d'un système déployable au sommet du mât, avec des bras extensibles permettant de positionner des panneaux solaires classiques et de suivre la trajectoire du Soleil. Le Lunar Saber ne se limiterait pas à la simple production d'énergie. Il pourrait également redistribuer cette énergie à d'autres équipements, assurer le suivi de dispositifs mobiles et offrir des services essentiels tels que la communication, l'éclairage et l'approvisionnement énergétique. Examinons ces fonctions plus en détail. Par exemple, si une section du mât bénéficie d'un ensoleillement direct, tandis qu'une autre est plongée dans l'ombre, la partie excédentaire en énergie pourrait la redistribuer à celle qui en manque. De la même manière, ce transfert pourrait s'étendre aux rovers et aux combinaisons spatiales des astronautes. Pour garantir une diffusion efficace de cette énergie, la tour devrait néanmoins connaître avec précision la position des appareils à alimenter. C'est ici qu'intervient une deuxième technologie, CLEF. Le Lunar Saber pourrait intégrer un réseau de capteurs capables de détecter et de suivre les objets alentours. En clair, tout appareil situé dans son champ de vision direct pourrait être identifié et alimenté. De plus, cette tour pourrait fonctionner comme une antenne cellulaire lunaire, facilitant les communications sans fil au sein de son réseau. Enfin, il serait crucial pour les astronautes de disposer d'une visibilité optimale pour leur déplacement. Grâce aux projecteurs installés au sommet de la tour, il serait possible d'éclairer suffisamment la surface, éliminant ainsi les contraintes liées aux 2 semaines d'obscurité lunaire. Cette lumière garantirait aux rovers et aux astronautes de poursuivre leurs activités en toute efficacité à tout moment. Mais ce n'est pas tout. Le potentiel du Lunar Saber pourrait être démultiplié grâce à l'installation de plusieurs tours interconnectées en réseau. Une telle configuration améliorerait les communications entre les astronautes et permettrait de transmettre de l'énergie même aux régions situées sur la face cachée de la Lune. Cela permettrait 2 avancées cruciales pour l'exploration lunaire. Une connexion ininterrompue avec la Terre et un approvisionnement constant en énergie solaire. L'exploration de la face cachée de la Lune reste un défi majeur, limitant la recherche scientifique à sa face visible depuis la Terre. Toutefois, un réseau judicieusement positionné de Lunar Sabers pourrait résoudre ce problème en établissant une communication directe avec notre planète, ouvrant ainsi la voie à une exploration approfondie du côté dit obscur de la Lune. Étant donné qu'au moins la moitié de la surface lunaire est en permanence exposée à la lumière solaire, un positionnement stratégique de ces tours permettrait d'assurer qu'au moins l'une d'entre elles capte les rayons du Soleil à tout moment. La tour pourrait alors transmettre sans fil l'énergie captée à d'autres Lunar Sabers alignés dans sa ligne de mire. Ce processus de relais se poursuivrait jusqu'à alimenter la base principale des astronautes, garantissant un approvisionnement énergétique continu, même au cœur de l'obscurité lunaire. Cependant, à ce jour, une telle technologie demeure spéculative. Nous sommes encore loin de maîtriser la transmission sans fil de l'énergie sur de longues distances. Même sur Terre, batteries et câbles restent des solutions indispensables.
Il est peut-être plus réaliste, pour l'instant, de déployer une flotte de satellites en orbite lunaire que de construire un réseau de tours de communication gigantesques. Il existe plusieurs théories sur l'apparition de la Lune dans notre ciel. Et récemment, une nouvelle idée a émergé. Mais avant de parler de cette nouvelle venue, examinons les hypothèses les plus populaires concernant la formation de la Lune. Selon la théorie de la capture, le satellite naturel de la Terre aurait d'abord été un corps errant, un peu comme un gros astéroïde. Il se serait formé ailleurs dans le système solaire avant d'être capturé par la gravité de notre planète au moment où il passait à proximité. L'hypothèse de l'accrétion suggère que la Lune s'est formée en orbite autour de la Terre en même temps que notre planète, apparue dans l'obscurité du cosmos. La théorie de la fission, quant à elle, affirme qu'à un moment donné de son développement, la Terre tournait tellement vite qu'une partie de sa matière s'est détachée et s'est mise à orbiter autour d'elle. Enfin, la théorie de l'impact géant, la plus populaire actuellement, affirme que la Lune s'est formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète hypothétique appelée Theia, qui était beaucoup plus petite, probablement de la taille de Mars. Les débris qui en ont résulté se sont mis en orbite autour de la Terre et ont formé la Lune. Passons maintenant à la nouvelle théorie que nous vous avons annoncée. Selon elle, notre satellite se serait formé immédiatement, en quelques heures, après la collision entre la Terre et Theia. La matière des deux planètes aurait été projetée directement dans l'orbite de la Terre juste après l'impact. Elle aurait formé la Lune et laissé des traces à l'intérieur de notre belle boule bleue. Dans les scénarios précédents, on pensait que les restes de Theia avaient été dispersés dans l'espace et s'étaient mélangés à un peu de matière provenant de notre propre planète. Mais alors, pourquoi observe-t-on des similitudes aussi frappantes entre la composition de la Lune et celle de la Terre ? Se pourrait-il que Theia ait été semblable à la Terre d'un point de vue isotonique et chimique ? C'est peu probable. Mais selon notre nouvelle théorie, davantage de matériaux terrestres auraient été utilisés pour créer la Lune, en particulier ses couches extérieures. Cela pourrait expliquer cette similitude de composition. Une autre théorie tente d'expliquer cette mystérieuse similitude, le modèle synestien. Selon elle, notre satellite se serait formé à l'intérieur d'un tourbillon de roches vaporisées lors de la collision. Mais cette théorie ne permet pas d'expliquer l'orbite actuelle de la Lune. La nouvelle théorie, en une seule étape, nous offre des explications plausibles pour les similitudes de composition et l'orbite de la Lune. Elle pourrait également apporter des réponses à des mystères non résolus jusqu'à présent. Comme ce scénario place la Lune sur une orbite plus large et lui confère un noyau non entièrement fondu, il pourrait expliquer l'inclinaison de l'orbite du satellite et la minceur de sa croûte. Quoi qu'il en soit, pour confirmer l'une de ces théories, il faudra analyser les futurs échantillons lunaires qui seront ramenés sur Terre par les prochaines missions Artemis de la NASA. Les scientifiques auront ainsi accès à des matériaux provenant des profondeurs de la Lune et ils pourront comparer si les données réelles correspondent au scénario proposé. Par le passé, les missions Apollo ont déjà ramené environ 1/3 de tonnes de roches et de terre provenant de notre satellite. Ces échantillons ont montré que la Terre et la Lune présentèrent des similitudes chimiques remarquables. Ils ne peuvent que suggérer une chose. Ces objets spatiaux ont eu une histoire commune. Si la Lune avait été formée ailleurs et avait ensuite été capturée par la gravité de notre planète, sa composition serait très différente de celle de la Terre. Mais si elle avait été créée en même temps que la Terre, ou si elle s'était détachée de notre planète, le type et la proportion de minéraux sur la Lune seraient les mêmes que dans nos contrées. Mais ils sont un peu différents. Les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau que leurs homologues terrestres. Le satellite est également plus riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. C'est pourquoi le modèle de formation de la Lune le plus accepté aujourd'hui est celui de l'impact géant. Les météorites provenant de la Lune sont également une grande source de données pour l'étude des origines de notre satellite. Elles peuvent nous en apprendre encore plus sur la Lune que les échantillons d'Apollo. En effet, ces météorites proviennent de toute la surface de la Lune. Les échantillons d'Apollo, quant à eux, ont été collectés à un seul endroit, près de l'équateur, sur la face visible de la Lune. Dans l'univers, les merveilles ne manquent pas, et chacune d'entre elles nous raconte une histoire sur le temps, l'espace et notre place parmi les étoiles. L'une de ces histoires tourne autour de notre plus proche voisine céleste, la Lune. Ce satellite énigmatique, qui accompagne la Terre depuis des milliards d'années, a captivé l'attention de l'homme à travers les âges. Des premiers chamans qui vénéraient de la Lune aux scientifiques d'aujourd'hui qui sondent sa surface, elle reste un élément clé pour comprendre notre passé, notre présent et peut-être notre avenir. Voici le Soleil, au centre de notre système solaire. Mercure, Vénus,
Puis voici la Terre et la Lune. La Terre met 365 jours à tourner autour de son étoile. Dans le même temps, la Lune tourne autour de la Terre. Elle en fait le tour complet en 27 jours. La Terre crée une zone d'ombre que la Lune traverse parfois. L'ombre a une forme conique qui se rétrécit progressivement. La Lune se trouve à 384 000 km de nous. Cela correspond à 9 fois la longueur de l'équateur. À cette distance, la largeur de l'ombre fait environ 2,6 fois la largeur de la Lune. Lorsque la Lune se trouve dans cette zone, la lumière directe du Soleil ne l'atteint pas. Elle devrait donc disparaître, mais au lieu de cela, elle devient rouge. En cause, le fait que les rayons du Soleil traversent l'atmosphère terrestre. Ils se dispersent, et la majeure partie de la lumière bleue disparaît. Mais les rayons rouges et oranges continuent et atteignent la surface de la Lune. Et voilà, vous observez alors ce qu'on appelle une lune de sang. D'ailleurs, cette courbure de la lumière se produit au coucher et au lever du Soleil. L'atmosphère diffuse la lumière bleue, et vous voyez un ciel rouge et orange. Si vous vous trouviez à la surface de la Lune lors d'une éclipse lunaire totale, la Terre se trouverait exactement entre vous et le Soleil. Vous pourriez donc observer une éclipse solaire. La surface de la Terre deviendrait entièrement obscure pour vous. Vous ne verriez que la couronne du Soleil illuminant les bords de la planète. La Terre vue de la surface de la Lune a presque la même taille que la Lune vue de la surface de la Terre. Une telle éclipse de Lune est rare car plusieurs facteurs doivent coïncider. L'un d'entre eux est que la Lune doit être pleine. En général, on observe 2 éclipses totales de Lune par an. En 2038, vous pourrez en voir 4. L'éclipse elle-même peut durer jusqu'à 108 minutes. C'est rare. Et la dernière fois qu'une lune de sang aussi longue a été observée, c'était en l'an 2000. Il y a de nombreuses années, les gens ne savaient pas grand-chose sur notre satellite, et la vue d'une lune rouge les effrayait. C'était un mauvais signe et un présage de malheur. Les personnes qui connaissaient le calendrier des éclipses pouvaient en tirer profit. Par exemple, Christophe Colomb possédait un almanach astronomique et savait quand se produirait la prochaine éclipse de lune. Il a effrayé les habitants des îles des Caraïbes en leur prédisant la lune rouge. La Lune est en état de verrouillage gravitationnel avec la Terre. C'est pourquoi elle nous présente toujours la même face, comme Mercure par rapport au Soleil. Mais la Lune n'est pas immobile. Elle s'éloigne de notre planète d'environ 4 cm par an. Ce n'est pas rapide, mais dans environ 600 millions d'années, elle aura tellement rétréci dans notre ciel que nous ne pourrons plus assister à ces éclipses. Vous voyez ce cratère? C'est Tycho. Il est visible lors d'une pleine lune grâce à ses rayons qui s'étendent à des milliers de kilomètres de son épicentre. C'est le plus jeune cratère de la Lune. Les scientifiques affirment qu'il est apparu à la suite de l'impact d'une météorite il y a environ 109 millions d'années. À cette époque, les dinosaures parcouraient la surface de notre planète. Ils ont peut-être été témoins de cet impact. Il a probablement été accompagné d'une violente explosion. Le spectacle a dû être impressionnant. En résumé, notre relation avec la Lune témoigne de toute la beauté et du mystère de notre univers. Ses formes, ses mouvements et son influence sur la Terre nous rappellent la grande danse cosmique dont nous faisons partie. Si ces merveilles célestes vous intriguent, n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus sur notre incroyable univers. La NASA a des projets incroyables pour la Lune. À commencer par son prochain programme lunaire ambitieux, Artemis II par exemple. L'objectif est de faire atterrir des astronautes, dont la première femme et le premier homme de couleur, sur la Lune d'ici 2024. Artemis vise à établir une présence durable sur la Lune. Il prévoit d'établir une passerelle lunaire, une sorte de station spatiale en orbite autour de la Lune, qui servira de point d'ancrage pour les prochains alunissages. Et n'oublions pas les atterrisseurs lunaires. Les scientifiques développent actuellement la puissante fusée du système de lancement spatial, qui propulsera le vaisseau Orion, transportant à son bord des astronautes vers la Lune. Et puis, il y a le système d'alunissage humain, ou HLS, un atterrisseur lunaire de pointe qui se posera délicatement sur la surface de la Lune, permettant aux astronautes de l'explorer et d'y mener des expériences scientifiques étonnantes. Cette fois-ci, la NASA ne fait pas cavalier seule. Elle s'associe à des partenaires internationaux, comme l'Agence spatiale européenne, pour faire de ce rêve lunaire une réalité. Mais tous ces rêves merveilleux pourraient être gâchés par quelque chose qui semble tout petit et insignifiant à première vue. Imagine plutôt pas d'atmosphère, pas d'air à respirer, et soudain une brume mystérieuse et des rayons lumineux apparaissent au lever et au coucher du soleil. C'est comme si la Lune nous donnait un spectacle céleste. Mais il y a un revers à cette médaille. Au cours de la mission Apollo 17 en 1912, ce spectacle magnifique n'a cessé de faire éternuer l'un des astronautes de la NASA, Harrison Schmitt, et de lui faire pleurer les yeux. Il a appelé cela le rhume des foins lunaires.
Cette fièvre mystérieuse a frappé les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune. Des crises d'éternuement au nez bouché, ces astronautes ont ressenti des symptômes semblables à ceux d'un rhume terrestre. Il aura fallu plusieurs jours pour que les réactions s'estompent. Cet événement a conduit à une découverte sur la poussière lunaire et sa face cachée. Lorsque les scientifiques ont découvert l'existence de pareils rayons, ils ont retroussé leurs manches et se sont penchés sur leur origine. Et voici ce qu'ils ont découvert. Ces bandes lumineuses rayonnantes étaient en fait causées par la lumière du soleil qui se faufilait à travers des couches de poussière lunaire minuscules. Cette poussière, composée d'infimes particules et d'éclats de verre tranchants, était omniprésente. Et il s'est avéré que cette poussière lunaire était des plus sournoises. Elle a entraîné toute une série de problèmes. Les astronautes qui se sont retrouvés avec une vision trouble n'étaient encore qu'un début. Ce fauteur de troubles est allé encore plus loin, en endommageant de précieux équipements et en provoquant des dysfonctionnements électroniques. Il est même allé jusqu'à corroder des composants, dégageant une odeur de poudre à canon à l'intérieur du module spatial. La poussière s'accroche à tout, recouvrant les surfaces telle une couverture malicieuse. Elle peut obstruer les équipements, pénétrer dans des machines délicates et même abîmer les combinaisons spatiales des astronautes. En 1972, les choses se sont à nouveau gâtées. Les astronautes d'Apollo 17 ont vécu un véritable cauchemar. Après seulement 22 heures de balade sur la surface lunaire, leurs combinaisons spatiales ont subi des dommages irréparables. Oui, tu as bien entendu. Irréparables. La poussière a réduit la mobilité des astronautes, ce qui les a empêchés de se déplacer et d'effectuer leur petit bond sur la Lune avec grâce. Et quels que soient les efforts déployés pour la nettoyer, elle demeurait accrochée, laissant les combinaisons spatiales dans un piteux état. Comme tu peux le constater, cela pose de sérieux problèmes pour les futures missions lunaires. Mais nos intrépides scientifiques ne baissent pas les bras. Pour résoudre ce problème, ils doivent comprendre comment se forme la poussière lunaire et pourquoi elle est si collante. Ils ont découvert que tout commençait par les impacts des météorites. Lorsque ces roches spatiales s'écrasent sur la Lune, elles génèrent une fine poussière qui emplit l'air. Parfois, ces impacts provoquent même la fonte de certains minéraux, formant des éclats de verre tranchants qui se mêlent à la poussière. C'est une véritable métamorphose lunaire. La poussière est également saturée de silicate, un matériau que l'on trouve couramment sur les planètes volcaniques. L'inhalation de silicate peut provoquer de graves problèmes pulmonaires chez les mineurs terriens. Alors tu peux aisément imaginer les problèmes qu'elle peut causer sur la Lune. Une étude récente a révélé qu'une seule poignée de répliques de poussière lunaire était suffisamment nocive pour détruire jusqu'à 90% des poumons et des cellules cérébrales qui y étaient exposées. Mais il y a pire. La faible gravité sur la Lune permet à ces minuscules particules de flotter beaucoup plus longtemps et de pénétrer plus profondément dans les poumons. Imagine que tu respires pendant des mois des particules 50 fois plus fines qu'un cheveu humain. C'est la porte ouverte à tous les maux. Et vois-tu, sur la surface de la Lune, les choses sont un peu différentes d'ici. Il n'y a pas de tempête, de pluie ou de fortes rafales de vent pour souffler cette poussière. Il n'y a pas non plus d'atmosphère pour protéger la surface. Ainsi, en l'absence des forces naturelles d'érosion par le vent et l'eau que l'on observe sur Terre, ces particules sèches restent en place de manière persistante. Et, pour rendre les choses encore plus compliquées, la Lune est constamment soumise aux radiations du Soleil. Cette exposition confère à la poussière une charge électrique. Les vents solaires créent des particules chargées positivement et négativement. Ces particules bourdonnent, se repoussent les unes les autres et donnent naissance à ces bandes lumineuses rayonnantes dont les astronautes d'Apollo 8 ont été témoins. C'est comme une soirée disco sur la Lune. L'Agence spatiale européenne a réuni une équipe d'experts pour étudier la poussière lunaire. Ils travaillent avec de la poussière lunaire simulée, extraite d'une région volcanique en Allemagne, afin de comprendre son comportement et ses effets. Les ingénieurs doivent également trouver un moyen de protéger les futurs astronautes et leur équipement. Ceux de la NASA veulent créer des combinaisons spatiales capables de survivre non pas à 1 ni à 10, mais à une centaine de sorties extravéhiculaires sur la surface lunaire. Cela reviendrait à passer 800 heures à explorer notre satellite. En outre, la NASA a lancé le Breakthrough, Innovative and Game Changing Idea Challenge en 2021. Il était ouvert aux étudiants universitaires les plus brillants du monde entier. 16 jeunes esprits se sont mis à plancher et ont généré une vague de solutions innovantes. Ils ont par exemple proposé d'utiliser des fibres spéciales conductrices d'électricité, inspirées des poils duveteux des chinchillas. Tout comme les chinchillas parviennent à rester à l'abri de la poussière, ces fibres permettraient de tenir la poussière lunaire à distance. Un compagnon à fourrure qui donne un coup de main aux astronautes
N'est-ce pas adorable? Une autre idée brillante concerne une brosse chargée électriquement et activée par les rayons UV. Un peu comme une baguette magique qui éliminerait la poussière d'un simple revers. Abracadabra, la poussière lunaire disparaît. N'oublions pas non plus les tissus inspirés d'insectes adaptés. Ces insectes possèdent aussi une structure qui recueille en maïs le pollen et repousse les poussières indésirables. Nos ingénieux étudiants se sont donc dit, pourquoi ne pas imiter cela? Ils ont conçu un tissu aux propriétés similaires, créant ainsi un bouclier contre les particules lunaires sournoises. Ce qui est remarquable dans ces idées, c'est qu'elles utilisent tout le pouvoir de la charge électrique pour lutter contre la poussière. Elles la repoussent astucieusement des combinaisons spatiales, les gardant propres et indemnes. Même si toutes ces trouvailles semblent excellentes, les scientifiques de la NASA ont mis au point une autre solution, encore meilleure, les nanotubes de carbone. C'est une excellente façon de révolutionner le tissu des combinaisons spatiales. Qu'est-ce qui rend ces nanotubes de carbone si spéciaux? Ils possèdent des super-pouvoirs étonnants. Tout d'abord, ils sont supraconducteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent conduire l'électricité comme pas deux. C'est comme si un éclair se retrouvait emprisonné dans un tube microscopique. De plus, ces nanotubes de carbone sont plus résistants que les météorites les plus coriaces. Ils ont la capacité de résister à l'hostilité de l'environnement lunaire, où même un grain de poussière peut causer des problèmes. Imagine une combinaison fabriquée dans un matériau plus résistant que la cape de Superman. Les scientifiques de la NASA ont donc décidé d'intégrer ces extraordinaires nanotubes de carbone dans le tissu de la combinaison spatiale. Des électrodes ont été soigneusement intégrées dans la couche extérieure du tissu, ce qui en fait un atout non négligeable. Mais comment se débarrasser de la poussière lunaire? C'est là que la science électrisante revient à la charge. Lorsqu'elles sont activées par un courant alternatif spécial, ces électrodes créent de puissants champs électriques. Ceux-ci fonctionnent comme des aimants, repoussant les particules de poussière chargées et non chargées loin de la combinaison spatiale. Imagine une sorte de soirée dansante, où les particules de poussière seraient les invités indésirables et où les champs électriques sont les videurs, qui les escortent rapidement vers la sortie. Grâce à cette technologie, la poussière lunaire n'aurait aucune chance contre nos astronautes. Le bon côté des choses, c'est que le sol lunaire peut être utilisé pour fabriquer des briques pour les abris. Il peut également permettre d'en extraire l'oxygène nécessaire aux astronautes pour survivre sur la Lune pendant de longues périodes. Lorsque la vie te procure des citrons, fais de la limonade, pas vrai? Encourageons donc l'équipe de rêve de la NASA qui se lance dans cette quête lunaire épique. Espérons qu'ils parviendront à leur fin et que la prochaine mission lunaire ne posera pas de problème majeur. Restez donc à l'écoute. En 2025, les humains auront une opportunité unique, voyager sur la Lune. Jusqu'à présent, seules 12 personnes ont marché sur le satellite naturel de la Terre. Mais une entreprise privée offre aujourd'hui aux touristes la possibilité de changer cela. Si vous êtes richissime, vous pourrez débourser 750 millions de dollars et passer plusieurs jours à explorer la Lune et à observer la Terre à distance. Vous pourrez même participer à des expériences scientifiques uniques. Les humains veulent aussi construire des maisons sur la Lune. En fait, la NASA pense que les Nord-Américains pourraient avoir leur propre parcelle de Lune d'ici 2040. Vous n'avez même pas besoin d'être astronaute pour y acheter un terrain. Bien sûr, les milliardaires font déjà des projets. Leur première idée est d'exploiter les ressources naturelles. Il y a des choses qui sont très rares ici sur Terre, comme l'hélium-3 et de nombreux minéraux précieux, mais que l'on trouve en abondance sur notre satellite. Les scientifiques en sont certains. Si vous pouviez mettre la main sur une partie de ces ressources, vous pourriez devenir encore plus riche que vous ne l'êtes déjà. Tout d'abord, l'hélium-3. Ce gaz est idéal pour produire de l'énergie nucléaire propre, mais il est extrêmement rare sur Terre. Il s'échappe littéralement dans l'espace. La Lune, cependant, en regorge, suffisamment pour alimenter la Terre pendant 1000 ans. Les terres rares ne sont en fait pas rares sur Terre, mais elles sont difficiles à extraire car elles réagissent avec l'oxygène. Sur la Lune, il n'y a pas d'oxygène. Il est donc possible d'obtenir facilement des tonnes de ces minéraux afin de fabriquer de l'électronique et des batteries. Mais les scientifiques ne sont pas emballés par cette idée. Pour la première fois, ils ont la possibilité d'explorer 4,5 milliards d'années d'histoire spatiale, car le sol lunaire est resté inchangé pendant tout ce temps. L'étude de ces roches pourrait révéler de nombreux secrets sur les origines de l'univers. Mais si des milliardaires se mettent à exploiter la Lune et détruisent ces roches, toutes ces connaissances pourraient être perdues à jamais. Un autre problème lié à l'exploration de la Lune est sa taille. La Lune est grande,
Mais les meilleurs endroits, ceux où il y a de l'eau et du soleil, sont limités. La majeure partie de la surface lunaire est dangereuse en raison des séismes, des radiations et des météorites. Cela signifie que les touristes, les scientifiques et les sociétés minières devront se partager 3 minuscules régions. La première région est celle des pics de lumière éternelle. En effet, la lumière du soleil y brille en permanence, ce qui en fait une excellente source d'énergie pour les télescopes et les colonies humaines. Le deuxième endroit est la face cachée de la Lune. Ici, les signaux radio en provenance de la Terre sont moins puissants. Non seulement c'est un endroit paisible et tranquille, mais c'est aussi un endroit idéal pour installer un télescope et étudier l'univers. La troisième région est celle des fosses de ténèbres éternelles. C'est là que tous les trolls des réseaux sociaux partent en vacances. Non, on l'appelle ainsi parce qu'aucun rayon de soleil n'atteint jamais cette zone. Cet endroit est encore plus intéressant pour les scientifiques, car ils peuvent y utiliser des outils astronomiques spéciaux afin d'étudier les parties les plus éloignées de l'univers. C'est également là que l'on trouve près d'1 milliard de tonnes d'eau. Si les scientifiques pouvaient visiter la Lune et l'étudier, ils feraient des découvertes étonnantes. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de loi internationale protégeant l'espace. Aucun pays ne peut posséder la Lune. Mais cela n'empêche pas une société minière privée de revendiquer un endroit particulièrement intéressant. Par le passé, plusieurs nations ont signé le traité sur l'espace extra-atmosphérique et ont convenu que l'exploration spatiale devait profiter à l'humanité tout entière. Mais l'exploration n'est pas bon marché. Transporter 5 petits litres d'eau de la Terre à la Lune coûte extrêmement cher. Et je parie que tout le monde ne peut pas se le permettre. L'activité humaine sur la Lune est également extrêmement dangereuse car elle pourrait modifier son atmosphère. Pour mieux comprendre, regardons la surface de la Lune. Ce rocher flottant comporte de nombreux cratères qui se sont formés au cours de milliards d'années. Lorsqu'une météorite s'écrase sur le sol lunaire, une fine poussière appelée régolithe, dont les particules sont si minuscules qu'elles coupent comme du verre, s'élève dans l'air. C'est ce processus qui a créé l'atmosphère de la Lune, et cette atmosphère est très différente de celle de la Terre. L'atterrissage d'une grosse fusée sur la Lune est susceptible de projeter toute cette fine poussière dans le ciel lunaire. La différence, c'est que les objets spatiaux qui percutent la surface de la Lune le font plus en douceur. L'atterrissage d'une fusée est si intense qu'il peut multiplier par 100 000 le nombre d'atomes dans le ciel. Si le nombre d'atomes dans l'atmosphère augmente, l'air se transforme en un plasma poussiéreux. Cela signifie que l'on respire alors un air aussi toxique que celui qui empoisonnait les mineurs d'autrefois. Une telle atmosphère pourrait mettre fin au tourisme spatial, car elle provoque des dysfonctionnements électroniques et des pannes mécaniques. À vrai dire, notre présence sur la Lune est déjà très dangereuse. Lorsque les scientifiques ont découvert de l'eau à sa surface, ils étaient très enthousiastes à l'idée de l'étudier. C'était l'occasion pour eux de déterminer son origine et même de comprendre comment l'eau était apparue sur Terre. Mais lorsqu'un vaisseau spatial atterrit sur la Lune, un dégazage se produit. Cela signifie que l'eau à sa surface s'évapore. Et cette eau évaporée peut contaminer toute l'eau présente sur la Lune, compromettant ainsi toutes les recherches scientifiques. En effet, lorsque les astronautes prélèveront un échantillon d'eau lunaire pour l'étudier, ils y trouveront l'eau terrestre qu'ils auront apportée avec eux, un beau gâchis. Et ce n'est pas seulement l'eau que nous contaminons tout. Un vaisseau peut transporter des êtres vivants de la Terre à la Lune. Et il peut également ramener des formes de vie extraterrestres sur Terre. Ce type de contamination est extrêmement dangereux, car il peut mettre des vies humaines en danger. Quelque chose de similaire s'est produit lorsque les Européens ont exploré les terres d'Amérique. Ils ont accidentellement introduit des microbes chez les indigènes qu'ils ont rencontrés. Et comme le système immunitaire de la population indigène n'était pas habitué à ces bactéries et à ces virus, ils sont tombés malades et leur santé s'est détériorée. Dans le même temps, les Européens ont également contracté des maladies que leur corps ne connaissait pas encore. Et même si le tourisme lunaire n'est pas encore une réalité, les humains polluent déjà les hauts plateaux lunaires comme s'ils étaient chez eux. En 2024, un artiste nommé Jeff Koons a envoyé une sculpture sur la Lune. Cette sculpture est une boîte transparente remplie de sphères, et elle est arrivée sur le satellite grâce à une fusée SpaceX Falcon 9. Dans chaque sphère, Koons a gravé le nom d'une personne qu'il considérait comme très importante pour l'humanité, comme Aristote, David Bowie et Léonard de Vinci. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la Lune pour voir cette sculpture. Vous pouvez acheter un NFT de chacune de ces sphères, ou pas.
En 1971, les membres de l'équipage d'Apollo 15 ont également laissé quelques objets sur la Lune. Une sculpture créée par un artiste belge et une plaque commémorative en l'honneur d'autres astronautes qui n'avaient pas pu être présents. Et les humains n'ont pas seulement laissé de l'art sur la Lune. En vous promenant, vous pourriez tomber sur 1807 000 kilos de matériel abandonné, dont une branche d'olivière en or, une plume de faucon, une épinglette d'astronaute en argent, une Bible, des balles de golf, un marteau, et même des kits de collecte d'urine. La plupart de ces objets ont été déposés là par des astronautes entre les années 60 et 70. Vous pourrez donc trouver des rangers, des sondes et des orbiteurs, datant déjà de plusieurs décennies. Pour être honnête, rapporter du matériel inutile coûte très cher. Et dans les années 60, la priorité était la sécurité des astronautes. La triste vérité est que la Lune est déjà en train de se transformer en décharge extraterrestre, alors que nous n'y vivons même pas encore. Mais maintenant, nous voulons nous y installer. Alors la NASA essaie de se débarrasser de tous ces déchets. La bonne nouvelle, vous pouvez participer à ce processus. L'Agence spatiale a lancé un concours, le défi Luna Recycle. Et si vous souhaitez y participer, vous devez trouver des moyens de réduire la quantité de déchets produits et de les recycler en matériaux pouvant être utilisés pour l'exploration spatiale. Pour gagner, vous devez développer un moyen de recycler complètement les déchets qui se trouvent à la surface de la Lune. Vous aiderez la science et gagnerez 3 millions de dollars. Et si vous obtenez cette somme, eh bien, vous pourrez peut-être enfin vous offrir un billet pour l'espace. Sous vos pieds, la Lune vibre d'une énergie insoupçonnée. Vous percevez une menace diffuse. Ce satellite inerte, du moins l'aviez-vous cru, demeure immobile une fraction de seconde, avant qu'une violente secousse ne vous projette au sol. Serait-ce un séisme lunaire ? Pendant des décennies, la communauté scientifique a tenu pour acquis que la Lune était totalement inerte. Or, les découvertes les plus récentes remettent en cause cette certitude. Une équipe de chercheurs de l'Université du Maryland a identifié 266 crêtes énigmatiques sur la face cachée de la Lune, et leur existence laisse fortement présumer une activité géologique récente. Devons-nous alors envisager des tremblements de Lune ? Eh bien, d'une certaine manière, ces crêtes se trouvent donc dans des zones volcaniques formées il y a entre 3,2 et 3,6 milliards d'années. Mais leur aspect est bien plus jeune qu'attendu. Elles apparaissent généralement en groupes de 10 à 40 et sont fréquemment situées dans des zones où la structure du sol lunaire est plus fragile. Toutefois, il convient de ne pas prendre le mot « récent » au pied de la lettre lorsqu'il est employé par les astronomes. Il ne s'agit ni de l'an, ni même du siècle dernier. La plupart des modèles établis par les scientifiques estimaient jusqu'ici que l'activité géologique de la Lune avait cessé il y a 2,5 à 3 milliards d'années. Cependant, ces nouvelles données suggèrent que ces formations pourraient avoir été actives au cours du dernier milliard d'années. Certaines crêtes plus modestes sembleraient même s'être façonnées il y a seulement 200 millions d'années, ce qui, à l'échelle lunaire, est remarquablement récent. Autrement dit, la Lune pourrait encore subir des transformations géologiques de nos jours. Ces découvertes remettent en question notre compréhension de l'histoire et de l'évolution de la Lune. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à ces conclusions ? Des chercheurs de l'Université du Maryland et de la Smithsonian Institution ont estimé l'âge des crêtes lunaires en utilisant la méthode du comptage des cratères. Le principe est simple. Moins une surface présente de cratères, plus elle est jeune. À l'inverse, une concentration élevée de cratères indique une région plus ancienne. De plus, l'analyse a révélé que certaines crêtes traversèrent des cratères préexistants, ce qui suggère qu'elles se sont formées il y a environ 160 millions d'années. D'un point de vue géologique, c'est très récent, renforçant l'hypothèse que ces processus de formation sont toujours en cours. Les crêtes observées sur la face visible et la face cachée de la Lune présentent des similitudes frappantes, suggérant qu'elles résultent des mêmes mécanismes géologiques. Parmi les facteurs en cause, on évoque le lent rétrécissement du satellite, la contraction thermique de sa croûte et des modifications progressives de son orbite. Des éléments que nous examinerons plus en détail ultérieurement. Un autre argument en faveur d'une Lune toujours active provient des données recueillies il y a plusieurs décennies par les missions Apollo. L'expérience sismique lunaire avait déjà enregistré 28 séismes de faible profondeur d'une magnitude allant d'1,5 à 5.
Les scientifiques estiment que ces crêtes pourraient être directement liées à ce type d'activité sismique. Le rétrécissement lunaire trouve son origine dans la formation même du satellite, il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon les scientifiques, la Lune serait née de l'impact titanesque entre la Terre primitive et un objet céleste de la taille de Mars. Ce choc aurait projeté dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion, qui se seraient progressivement agrégées pour former la Lune. À ses débuts, elle était un monde incandescent, soumis à une intense activité volcanique et sismique. Autrefois, la Lune n'était qu'un océan de roches en fusion dérivant dans l'espace. Mais à quel moment s'est-elle solidifiée? Les scientifiques ont enfin tranché, il y a 4,43 milliards d'années. Ce fut un moment clé, non seulement pour la Lune, mais aussi pour la Terre. En effet, l'impact à l'origine de la Lune pourrait bien avoir été l'ultime événement, ayant permis à notre planète d'atteindre une stabilité propice à la vie. Au fil de milliards d'années, la Lune s'est refroidie et contractée, et aujourd'hui elle éclaire nos nuits sous la forme d'une sphère rocheuse familière. Pourtant, son refroidissement n'est pas achevé. Son noyau continue de perdre lentement de la chaleur. Cette dissipation thermique progressive pourrait d'ailleurs être l'un des moteurs de l'activité lunaire persistante. En refroidissant, l'intérieur de la Lune se rétracte, ce qui entraîne des fractures et des déplacements dans sa croûte. L'un des indices les plus manifestes de cette contraction est visible dans les mers lunaires, ces vastes étendues sombres qui constellent sa surface. Ces marias se sont formées lorsque la lave a comblé d'anciens cratères d'impact avant de se solidifier. Avec le temps, la croûte refroidie s'est contractée, donnant naissance aux crêtes plissées que l'on observe aujourd'hui. L'activité géologique lunaire pourrait également être alimentée par les interactions gravitationnelles avec la Terre. Ces forces exercées en continu engendrent probablement des tensions au sein de la croûte et contribuent au déclenchement de mouvements tectoniques. Tout cela est fascinant, mais ces phénomènes peuvent-ils avoir un impact sur l'humanité? D'une certaine manière, oui. La Lune a longtemps été perçue comme un environnement stable, idéal pour l'installation de bases et l'exploitation de ressources. Or, la mise en évidence d'une activité géologique persistante soulève de nouvelles inquiétudes. Si la surface continue à se mouvoir, les futures colonies, infrastructures et opérations minières pourraient être exposées à des risques considérables. C'est pourquoi il est crucial, à ce stade, de disposer de sismomètres et de radars à pénétration de sol afin de mieux appréhender ces mouvements. Cela nous permettra d'évaluer les dangers potentiels avant de lancer toute mission de longue durée. Par ailleurs, un autre problème majeur pour les futures missions concerne la poussière lunaire, également appelée régolithe. Les astronautes d'Apollo ont rapidement constaté que cette poussière, aussi fine que collante, s'infiltrait partout, endommageant leur équipement et nuisant à leur santé. Une étude menée par les ingénieurs de Texas A&M a mis en évidence un autre aspect inquiétant. Lors des atterrissages et des décollages des fusées, la poussière est projetée en l'air, créant un danger potentiel pour les missions, surtout avec le nombre croissant d'engins spatiaux transportant des équipages et du matériel vers la Lune. Le régolithe lunaire se décline sous diverses formes, allant de minuscules particules de poussière à de grands rochers. Il est principalement composé de minéraux de silicate fin d'environ 70 microns, soit la taille d'un cheveu humain. Ces particules se sont formées au fil de milliards d'années, lorsque des météores et des astéroïdes ont frappé la surface lunaire, réduisant une grande partie de celle-ci en une fine poudre. Contrairement à la Terre, la Lune possède une atmosphère pratiquement inexistante. Il n'y a donc ni vent ni eau pour aplanir la poussière. De plus, l'exposition continue au vent solaire a chargé électriquement le régolithe, ce qui le rend extrêmement adhérent aux surfaces qu'il touche. Les astronautes d'Apollo l'ont appris à leurs dépens. La poussière lunaire s'accrochait à leurs combinaisons, se retrouvait dans les modules lunaires et collait à toutes les surfaces. Pire encore, elle constituait un danger pour la santé, provoquant des irritations oculaires et des difficultés respiratoires à l'intérieur de leur vaisseau. Cependant, pour l'instant, ce problème semble concerner davantage les générations futures. Un enjeu bien plus crucial que tout autre est la recherche d'eau pour soutenir les futures missions lunaires, et la Chine se prépare à y faire face. Dans le cadre de la mission Chang'e 7, prévue pour 2026,
un robot volant explorera les cratères profonds du pôle sud de la Lune à la recherche de glace. Si son existence est confirmée, cela pourrait révolutionner les missions lunaires à venir en offrant aux astronautes une source d'eau et même du carburant pour leur trajet dans l'espace. Cette mission est essentielle pour le projet chinois visant à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 5 ans. Bien que de l'eau ait déjà été trouvée, notamment dans des échantillons de sol, et grâce aux observations des sondes américaines et indiennes, les scientifiques estiment que ces dépôts de glace cachés sont la clé pour rendre les missions lunaires possibles à long terme. Le pôle sud lunaire abrite des cratères particulièrement profonds, et il est possible que de la glace y soit piégée. Le robot, une fois arrivé, explorera ces cratères pour vérifier cette hypothèse. Si de la glace est découverte, cela rendrait les missions lunaires bien plus abordables et efficaces, permettant aux astronautes de s'installer et de travailler sur place. De plus, certains chercheurs estiment que cette découverte pourrait fournir des indices précieux sur la vie extraterrestre. Que l'on trouve ou non de l'eau sur la Lune, et que l'on parvienne ou non à gérer la poussière lunaire, la récente découverte des jeunes crêtes géologiques de la Lune change la donne. Si la Lune est encore géologiquement active, cela signifie que notre connaissance de ce satellite est bien plus limitée que ce que l'on pensait. Que cache encore la Lune ? Sommes-nous prêts à accepter que ce satellite apparemment inerte puisse être plus dynamique qu'on ne le croyait ? Les futures missions nous fourniront des réponses, bien que leur sécurité ne soit peut-être pas aussi assurée qu'on le pensait autrefois. Un astéroïde, détaché de la Lune, s'est récemment rapproché de la Terre. Représente-t-il une menace pour nous ? Kamo'olawa, également désigné sous le nom de 2016 HO3, tourne à une vitesse impressionnante en gravitant à proximité de notre planète. Pour simplifier, appelons-le HO3. Les astronomes l'ont repéré le 27 avril 2016. En comparaison avec d'autres astéroïdes, il est minuscule. Toutefois, sur Terre, il aurait la taille d'un petit immeuble, soit environ la moitié de celle de la grande roue du London Eye. Découvert depuis Hawaï, son nom peut être approximativement traduit par « un fragment oscillant ». Après l'avoir étudié, les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un éclat de la Lune projeté dans l'espace à la suite d'un impact. Il existe une zone de la Lune appelée cratère Giordano Bruno, baptisée en hommage à un philosophe italien du XVIe siècle qui a payé ses idées au prix fort. Vue de l'espace, cette formation se distingue par d'immenses rayons de matière s'étendant sur plus de 150 km et demeurant encore lumineux. Leur présence suggère qu'un impact colossal s'est produit à cet endroit. Un témoignage historique évoque un événement inhabituel à ce sujet. En 1178, 5 moines, alors en voyage à Canterbury, en Angleterre, auraient observé un phénomène étrange sur la Lune. Selon eux, elle semblait se scinder, accompagnée de flammes et d'étincelles. Peu après, les ténèbres auraient envahi l'ensemble de sa surface. Au XXe siècle, des scientifiques ont mis la main sur ces archives et ont supposé que ces moines avaient observé la formation du cratère Giordano Bruno. Cependant, il a été découvert par la suite que ce cratère datait d'environ 4 millions d'années. Heureusement, car un tel impact, s'il s'était vraiment produit au XIIe siècle, aurait engendré un véritable chaos sur notre planète, en provoquant une gigantesque tempête de météores. Quoi qu'il en soit, notre HO3 est probablement un fragment de la Lune détaché lors de cet impact il y a 4 millions d'années. Heureusement, il n'y a pas lieu de paniquer. Lorsque les astronomes ont détecté ce fragment lunaire, ils ont rapidement tracé son orbite. Il s'avère qu'il ne nous percutera pas dans un avenir proche. Il sera notre quasi-satellite, pour au moins 3 siècles de plus, ce qui signifie qu'il suivra une trajectoire autour du Soleil, restant proche de la Terre sans entrer en collision. Son orbite, toutefois, demeure chaotique. Elle semble suivre un mouvement circulaire autour de notre planète, avec des oscillations constantes, se rapprochant et s'éloignant, montant et descendant. Et au XXIe siècle, son mouvement deviendra encore plus erratique, adoptant une orbite en fer à cheval qui l'éloignera progressivement. HO3 pourrait-il un jour entrer en collision avec la Terre ? Peut-être. Mais un tel scénario pourrait se produire dans des millions d'années, lorsqu'il pourrait quitter son orbite actuelle pour entrer en collision avec la Terre, Vénus, ou même le Soleil. Il pourrait aussi être totalement éjecté du système solaire. Bien qu'il soit l'un des astéroïdes les plus proches jamais observés, il reste l'un des plus petits et des plus stables. Cette découverte ouvre également des perspectives fascinantes concernant la vie dans l'univers. Il apparaît que des roches peuvent voyager entre les corps célestes. Certains avancent l'hypothèse selon laquelle la vie pourrait s'être répandue à travers l'univers en voyageant sur ces roches, tel un taxi spatial.
Ou, du moins, les éléments essentiels à la vie, comme le carbone. Peut-être que la vie est même parvenue sur notre planète en faisant du stop sur des roches provenant de Mars. Bien que HO3 ne porte probablement pas la vie, le fait qu'il puisse voyager pendant des millions d'années, transportant la matière tout en restant intact, vient renforcer cette théorie. Les astronomes envisagent d'envoyer un engin pour étudier HO3. En 2017, un groupe d'étudiants a suggéré d'utiliser un vaisseau spatial pour cela. L'administration spatiale nationale chinoise projette d'envoyer une sonde robotique vers HO3 aux alentours de 2025. Cette sonde devrait s'y rendre, récolter des échantillons, puis les ramener sur Terre pour analyse. Malheureusement, cet astéroïde est invisible à l'œil nu. Avec un diamètre d'à peine 130 mètres, il serait trop petit et trop faible pour être observé sans un télescope puissant. Cependant, il existe un autre astéroïde qui sera visible et promet d'être impressionnant. En 2029, un astéroïde de grande taille passera si près de la Terre qu'il sera visible à l'œil nu. Ne manquez pas cet événement car il s'agit d'une occasion unique dans une période de 1000 ans. Cet astéroïde, connu sous le nom de 2004 MN4, ou Apophis pour faire court, est bien plus grand que HO3, avec un diamètre d'environ 370 mètres. Ce passage sera le plus proche jamais enregistré. Cet astéroïde avait d'ailleurs provoqué une certaine panique en décembre 2004, car il existait une probabilité de 2,7% qu'il percute la Terre en 2029. La peur s'est alors emparée de nombreuses personnes. Le nom même, Apophis, fait référence au serpent maléfique de la mythologie égyptienne, une créature gigantesque combattant le dieu Rê et cherchant sans cesse à engloutir le soleil pour détruire le monde. Heureusement, grâce à des données plus précises, les scientifiques ont vite constaté qu'il passerait effectivement très près de nous en 2029, mais qu'il ne ferait que passer sans causer de dommages, tel un caillou tranquille. Une autre inquiétude, cependant, était liée à la possibilité qu'Apophis traverse un trou de serrure gravitationnelle pendant son passage rapproché de notre planète. Cela aurait pu accidentellement modifier son orbite. Et si un tel phénomène se produisait, il reviendrait sur Terre en 2036, un peu à la manière de la planète du film Mélancolia. Cependant, après de nouveaux calculs, les chercheurs ont écarté cette hypothèse. Apophis s'approchera toujours de la Terre en 2036, mais à une distance équivalente à celle de Vénus lorsqu'elle dépasse notre planète. Après cela, Apophis et la Terre suivront leurs trajectoires respectives. En moyenne, un astéroïde de la taille d'Apophis frappe la Terre environ une fois tous les 80 000 ans. Si un tel impact se produisait, il détruirait une vaste zone, provoquant des tremblements de terre et des tsunamis à l'échelle mondiale. Cependant, il ne déclencherait pas une apocalypse. Loin de là. Apophis ne sera visible qu'en Europe, en Afrique et en Asie occidentale. Ainsi, si vous souhaitez l'observer, vous n'aurez peut-être pas à voyager. L'astéroïde apparaîtra comme une étoile se déplaçant rapidement dans le ciel nocturne et brillera suffisamment pour être observé à l'œil nu. Il sera relativement facile à repérer la nuit, bien que les lumières des villes puissent compliquer son observation. Considérez un instant que ces astéroïdes ne sont pas les seuls à traîner dans les environs. Tant HO3 qu'Apophis font partie des astéroïdes de classe Apollon. Ce groupe d'astéroïdes possède des trajectoires qui croisent celles de la Terre. Ils représentent ainsi une véritable menace, car en traversant l'orbite terrestre, ils pourraient potentiellement s'approcher de notre planète, voire entrer en collision avec elle. Le premier astéroïde de ce groupe à avoir été observé est Apollon 1862, nommé d'après le dieu grec du Soleil. Découvert en 1932, c'est de lui que le groupe tient son nom. Cet astéroïde est encore plus imposant. Il mesure plus d'1 kilomètre de large. Il est si grand qu'il possède même une petite lune dans son orbite. De plus, Apollon ne croise pas seulement l'orbite terrestre, mais également celle de Vénus et de Mars. Petit fait amusant. Bien qu'il ait été le premier astéroïde de ce type à être identifié, les télescopes l'ont accidentellement perdu de vue pendant plus de 40 ans. Les scientifiques ont donc simplement continué de recenser les astéroïdes visibles. Lorsqu'Apollon a été redécouvert en 1973, il n'était plus en tête de liste et a dû se contenter d'un numéro bien plus élevé. Apollon continuera de passer près de la Terre au cours des prochains siècles. En 2075, il se trouvera quelque part autour de Vénus. Cependant, il devrait passer sans heurts. En tout cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car les astronomes surveillent de près ces astéroïdes. Si un danger immédiat se présentait, nous en serions probablement informés. Pour qu'un astéroïde puisse anéantir totalement la vie sur Terre, il devrait avoir un diamètre supérieur à 10 km.
à l'instar de celui qui a contribué à l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Toutefois, ces astéroïdes sont si extraordinairement rares que d'ici à leur arrivée, il est possible que l'humanité ait déjà colonisé d'autres planètes. Préparez-vous à décoller, car la NASA nous annonce des nouvelles passionnantes. Vous voulez découvrir le monde fascinant de Titan, la lune de Saturne. L'engin révolutionnaire Dragonfly de la NASA devrait décoller en 2027 pour explorer ce mystérieux objet spatial. Laissez-moi vous présenter Titan. Il s'agit d'un corps céleste glacé dont l'atmosphère est remplie d'azote et qui pourrait même posséder un océan souterrain. Titan abrite également des rivières et des lacs à sa surface. Mais devinez quoi? Ils ne sont pas remplis d'eau comme sur notre belle planète. Ils contiennent du méthane. Voyons maintenant quelles sont les références célestes de Titan. Ce n'est pas une lune comme les autres. C'est la deuxième plus grande de tout notre système solaire. Elle n'est que 2% plus petite que la plus grosse lune de notre voisinage, Ganymède, proche de Jupiter. La taille de Titan fait même honte à Mercure. Et ai-je mentionné que son atmosphère est 4 fois plus dense que celle de la Terre? Grâce à la faible gravité et à l'atmosphère épaisse de cette lune, Dragonfly est le compagnon robotique idéal pour découvrir ses trésors cachés. Passons à l'engin lui-même, la star de la prochaine mission de la NASA sur Titan. Ce drone cosmique n'est pas un explorateur comme les autres. Équipé d'une panoplie de gadgets étonnants, Dragonfly est comme un laboratoire volant prêt à percer tous les secrets de Titan. Il s'agit de la première sonde interplanétaire de type atterrisseur à rotor, et elle a été conçue pour nous faire vivre une expérience spectaculaire. Et ne vous fiez pas à son nom. Cette libellule ne se contentera pas de bourdonner au hasard. C'est une merveille technologique capable de planer sur plusieurs kilomètres entre différents endroits de la surface de Titan. Elle est un peu comme un Uber cosmique pour les scientifiques. Et puisqu'on parle de technologie, Dragonfly transporte un équipement vraiment cool. La sonde sera équipée d'un instrument nommé Draco, qui permettra de prélever des matériaux sur Titan, tandis que le spectromètre de masse de Dragonfly, ou DRAMES, analysera la composition de ces échantillons. Mais comment sommes-nous tombés sur Titan? Le 25 mars 1655, un astronome néerlandais explorait le cosmos avec son télescope. Et voilà qu'il aperçoit quelque chose d'étonnant. C'est Titan, la plus grosse lune de Saturne. Près de 300 ans plus tard, en 1944, un autre astronome très cool est entré en scène. En faisant des expériences avec la lumière, il a découvert que Titan avait en fait sa propre atmosphère. L'histoire ne s'arrête pas là. En 1979, la sonde Pioneer 11 a décidé de faire un tour dans le système de Saturne. Elle a confirmé toutes les hypothèses intéressantes que les scientifiques avaient formulées au sujet de Titan, comme sa température et sa masse. Cependant, il y avait une petite erreur. Ces scientifiques pensaient que Titan était la plus grosse lune de tout le système solaire. Et non, raté. Quoi qu'il en soit, Titan possède une atmosphère mystérieuse et dense qui tient tout le monde en haleine. Passons maintenant aux années 1980, lorsque les sondes Voyager 1 et 2 font leur grande entrée dans l'espace. Ces explorateurs cosmiques ont survolé Saturne et ont voulu observer la surface de Titan. Mais Titan a alors décidé de jouer à cache-cache avec eux. Son atmosphère brumeuse ne permettait pas de voir ce qui s'y passait. Et tout ce que les deux Voyagers ont réussi à capturer, ce sont des images d'un monde orange et solitaire. Cependant, ils ont repéré une jolie brume bleue dans la haute atmosphère. Les choses ont commencé à devenir vraiment passionnantes dans les années 1990. Le télescope spatial Hubble s'est joint à la fête et a décidé de prendre des clichés de Titan à l'aide d'une lumière infrarouge spéciale. Ce dispositif astucieux a réussi à percer la brume, et voilà, les images de Hubble ont révélé des zones de différentes couleurs sur Titan, un peu comme un gigantesque échiquier cosmique. Nous savons maintenant qu'il y a même un point lumineux aussi large que l'Australie. Cependant, malgré ces images fantastiques, le mystère de ce qui se cache sous la brume de Titan n'était toujours pas résolu. C'est en 2004 que Cassini et son acolyte européen, la sonde Huygens, sont allés faire un tour par là-bas.
Ils formaient un duo parfait pour affronter Saturne. Cassini a commencé à tourner autour de la planète aux beaux anneaux et a immédiatement concentré son attention sur Titan. Puis le grand moment est enfin arrivé. Le 14 janvier 2005, la sonde Huygens a percé l'atmosphère de Titan. Au cours de sa descente, Huygens a recueilli toutes sortes de données étonnantes, en prenant des photos et en analysant l'atmosphère. La sonde a ensuite transmis ces précieuses informations à Cassini, qui, tel un coursier cosmique, nous les a envoyées, à nous les terriens qui attendions avec impatience. Au cours des 13 années suivantes, Cassini s'est approché de Titan plus de 100 fois, utilisant toutes sortes d'instruments sophistiqués pour observer la surface et l'atmosphère de la Lune. Les scientifiques ont enfin pu confirmer que Titan possédait des nuages, des lacs et des rivières, et que de la pluie tombait même à sa surface. Heureusement pour nous, Titan n'est pas la seule lune de notre système solaire susceptible d'abriter de la vie. Prenez la merveilleuse lune de Neptune, Triton. C'est la plus grande lune de cette planète, mais c'est aussi une vraie curiosité. Parmi toutes les lunes que nous connaissons, seules 5 ont une activité géologique. Et devinez quoi? Triton fait fièrement partie de ce club prestigieux. Elle possède même des geysers qui crachent de l'azote gazeux. Imaginez Triton comme une fashionista dans une belle robe de glace. Sa surface est principalement constituée d'azote gelé, ce qui lui donne un air glacial. Si vous vous y rendez un jour, n'oubliez pas d'emporter un épais manteau. Vous vous demandez peut-être comment Triton parvient à se réchauffer dans un environnement aussi froid. Eh bien, elle dispose d'une arme secrète, les forces de marée. Triton et Neptune se livrent à une magnifique danse cosmique qui génère une friction gravitationnelle. Et cela semble produire de la chaleur, ce qui contribue à réchauffer les eaux de Triton. À force de parler de chaleur, vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'il pourrait y avoir de la vie sur Triton. Hélas, c'est à peu près aussi probable que de découvrir une licorne faisant du skateboard. Voyager 2, la seule mission à avoir survolé Triton, a effectué son voyage en 1989. Et si vous espérez qu'une autre mission se rende bientôt sur Triton, disons que les étoiles ne s'alignent pas exactement en votre faveur. Littéralement. La possibilité d'une mission vers Triton ne se présente que tous les 13 ans, car notre planète et Jupiter doivent être parfaitement alignés pour qu'un atterrissage puisse avoir lieu. Les scientifiques utiliseraient l'attraction gravitationnelle de la plus grande planète de notre système solaire pour déposer en toute sécurité une sonde sur Triton. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt de l'ours polaire. Il fait si froid sur Triton que les chances de survie y sont aussi minces qu'un cure-dent. Désolé, petits microbes potentiels, vous aurez peut-être besoin de quelques pulls supplémentaires pour vous installer ici. Même si Triton n'est pas l'endroit le plus accueillant pour la vie, c'est un joyau céleste qui mérite d'être exploré. Les scientifiques pensent que Triton n'a pas toujours fait partie de la famille de Neptune. En fait, Triton vaquait probablement à ses affaires, traînant sans but dans la lointaine ceinture de Kuiper. Neptune, avec sa puissante force gravitationnelle, a alors arraché Triton et en a fait une lune à part entière. À l'instar de notre fidèle satellite, Triton est lui aussi pris dans un face-à-face permanent avec Neptune. L'une des faces de Triton a toujours les yeux rivés sur la planète. Quant au destin de cette lune étonnante, les choses ne sont guère réjouissantes à long terme. Elle se rapproche déjà chaque jour un peu plus de Neptune. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Le problème réside dans les interactions de marée, qui ne jouent pas vraiment en faveur de notre sympathique satellite. Son orbite s'étiole. C'est comme si elle se rapprochait au ralenti de sa planète. Les scientifiques prévoient que dans environ 3,6 milliards d'années, Triton franchira une frontière invisible. Si les calculs actuels sont corrects, 2 scénarios sont possibles. Soit le satellite entrera en collision avec l'atmosphère de Neptune, soit il se brisera en petits morceaux. Dans ce dernier cas, un tout nouveau système d'anneaux se formera autour de Neptune, à l'instar de celui que l'on observe aujourd'hui autour de Saturne. Triton n'est pas le seul satellite qui pourrait finir de la sorte. Phobos, l'une des lunes de Mars, devrait également se désintégrer, et ce plus tôt, d'ici 30 à 50 millions d'années.